Aujourd'hui, nous rencontrons une personne très connue à Témiscamingue, mais peut-être pour d'autres moins connue, Jean Major. Jean, ça fait plusieurs années qu'il est agent d'assurance. Allô, Jean? Bonjour Chantal. On se tutoie parce que ça fait des années qu'on se connaît. Oui. On va commencer par le début. On veut te connaître un peu. Tu es originaire de quel endroit? Moi, je suis originaire de Andlier, la ville d'Andlier, qui est à peu près 1h30 d'ici. On a resté là-bas, moi j'ai resté là-bas jusqu'en 69. On est déménagé à Témiscamingue et depuis on est ici puis j'aime bien notre ville. Tu es arrivé à Témiscamingue, tout jeune, hein? Ça fait quelques années maintenant. Oui. Mais est-ce que tu étais déjà agent d'assurance? Oh non, au début, en 68, j'étais encore aux études quand même. Par la suite, j'ai travaillé à Communal Plywood et par la suite, j'ai travaillé chez Matériaux Gillette, Émile Gillette dans le temps, jusqu'à où sont FLD Construction, de l'autre côté de la rue, du côté de la rivière. Et à un moment donné, j'ai été approché par M. Beauséjour à savoir si j'étais intéressé à vendre de l'assurance. Et depuis le temps, qui est en mai 1982, oui, déjà 30 ans. Déjà 30 ans. Déjà 30 ans. Fait que depuis ce temps-là que je fais le métier d'agent d'assurance. Mais quand tu t'es approché, est-ce que tu disais, agent d'assurance, est-ce que ça prenait, certaines études, premièrement? À cette époque, les études étaient un secondaire 5 et connaître aussi son public. Okay. À cette époque-là non plus, la formation n'est pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut aller au cégep et avoir un cours, une formation spécifique en agent d'assurance. Ah oui? Oui. À l'époque, c'était ni plus ni moins, c'est sûr, secondaire 5 pour être capable de lire notre français, écrire notre français, parce que tout était à la mitaine à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est tout par ordinateur, puis il a fallu que je m'adapte et ça va bien, ça va bien. En parlant d'adaptation, étant donné que toi, tu n'as pas suivi le cours au cégep, j'imagine, dans les débuts, c'est M. Beauséjour qui te montrait. Non, à cette époque-là, ni plus ni moins, j'avais mon mentor qui était Aldor Perrault. Ah. Et j'avais été quand même au bureau de Ville-Marie, avoir une formation pour 3 mois, voir les formulaires, m'adapter, c'est quoi de l'assurance, etc. Par la suite, par contre, on a suivi des cours. J'ai suivi de la formation, comment je pourrais dire, et on en suit encore, par l'obligation. Mais au début, c'est certain, on devait suivre une formation qui a été même aussi jusqu'au côté cégep, quand j'ai monté à Rouen, faire la formation là-bas aussi. Et on avait des examens à passer, et pour le gouvernement, on était obligé d'avoir, mettons, cette formation-là dans les débuts, quand j'étais quand même dans l'assurance, mais c'était pas une obligation. Ah, OK. C'était strictement, avez-vous, mais aujourd'hui, avec l'AMF et avec ce qu'on voit sur les marchés financiers, c'est très, très critique, et le suivi est beaucoup plus près. Et il y en a qui en échappent, mais rares sont, mettons, de plus en plus, les gens sont plus conscients et ils sont instruits aussi à l'assurance. Agent d'assurance, c'est quoi la différence entre un courtier et un agent d'assurance? L'agent d'assurance, c'est comme moi, je suis un agent d'assurance, je travaille strictement pour la Promutuelle Assurance. Je vends seulement les produits de Promutuelle. Tandis qu'un courtier d'assurance, il peut vendre pour Intact, il peut vendre pour d'autres compagnies. Il va vendre habituellement pour 2 ou 3 compagnies différentes. Et d'être là, le courtier. Le courtier, lui, va voir différentes compagnies pour avoir les meilleurs tarifs et répondre aux besoins de son client, parce que c'est pas toutes les compagnies qui vont faire le même produit. Fait qu'un client peut avoir besoin d'un produit spécifique que le courtier ne peut pas faire. Et tandis que, mettons, un agent d'assurance, on n'a seulement qu'une compagnie, mais nos produits sont quand même assez diversifiés pour répondre aux besoins du client. OK. Mais il doit suivre aussi le cours d'agent d'assurance. Oui, le courtier suit quand même une formation comme courtier d'assurance. Et il y a l'agent d'assurance. Il y a les deux, OK. les deux formations là-dessus. Bon,
Tu dis que tu as toujours eu de la formation parce que vous n'avez toujours, il y a des changements. Bon, premièrement, la technologie a avancé. Quand c'est arrivé à l'ordinateur, est-ce que tu as trouvé ça compliqué? Moi, maintenant, les ordinateurs, j'ai de la difficulté, mais c'est parce qu'on travaille souvent avec le même programme. Le même programme. Fait que ça devient plus facile. Au début, c'est certain, c'est difficile, comme n'importe qui arrive à un endroit qui a un nouveau programme. Mais par contre aussi, c'est de connaître son produit. Le produit, avant ça, il était sur papier et maintenant est sur ordinateur. Fait qu'il faut valider nos formations via ça, oui. Mm-hmm. Jean, bon, au cours des années, là, tu as eu de la formation, là, l'ordinateur, bien entendu. Étant donné que tu as seulement une compagnie à t'occuper, donc tous les produits de cette même compagnie, tu les connais, là? Il faut les connaître parce qu'il faut le vendre. Puis pour le vendre, il faut que tu connaisses ton produit. Fait que c'est certain, à un certain moment donné, notre formation annuelle, parce qu'on a une formation annuelle de 20 heures minimum par représentant, par agent, pour la loi, pour avoir de la formation continue, et on en fait quand même plus que ça, mais on a un minimum à respecter envers la loi là-dessus. Le produit lui-même, il est quand même, d'une année à l'autre, c'est le même produit, mais amélioré. Je vais te donner un exemple. Au début, on faisait du feu-feu de vent qu'on appelle, mais le feu-feu de vent est amélioré. Il est devenu une formule étendue, une formule touriste que souvent que les gens appellent. Et à travers ça, il y a la valeur à neuf, il y a les refoulements d'égouts, il y a l'infiltration d'eau. Il y a plusieurs avenants supplémentaires qu'on peut rajouter pour combler le besoin du client. En autant qu'il respecte les normes de souscription, on peut lui offrir ou on ne peut pas lui offrir. Il peut y avoir des variantes là-dessus. C'est pas tout le monde qui peut avoir tout. Pourquoi c'est pas tout le monde? À cause des taux ou c'est parce que c'est les normes de souscription, qui veut dire, advenant le cas, toi, tu as une maison avec un salage de pierre. Le salage de pierre, pour nous, c'est sûr qu'il y a de l'infiltration qui peut y avoir, qui est logique. Ça veut dire qu'on n'ira pas couvrir un risque déjà possible qui est un dégât. Fait que l'infiltration par fondation avec des pierres est exclue. Je ne pourrais pas te l'offrir. Mais l'autre monsieur ou l'autre assuré qui est ton voisin, lui, un salage en bloc ou du ciment coulé, lui, on pourrait lui offrir à ce moment-là. OK. Bon, on va parler justement d'assurance. Hein? Okay. Tant qu'à être dans le sujet, là, dans le vif du sujet, c'est pour ça que certaines gens disaient, moi, je n'étais pas couvert pour le refoulement des égouts. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas posé la question au début en croyant qu'ils étaient assurés complètement ou il faut préciser à chaque fois ce que l'on veut, il faut tout détailler? Il faut tout détailler. On a un produit, exemple, qui peut couvrir tout complet. Mm-hmm. Par contre, ce produit-là, il est réellement limité à certains groupes de gens et à certains groupes de maisons. Qui veut dire, mettons, on ne pourrait pas donner une formule touriste sur une maison qui date de 1940 ou qui est vieille à cause qu'il y a des normes qui ne sont pas changées. Le filage électrique peut-être qui n'a pas été changé, la plomberie est peut-être anciennement sur de la fonte et non du cuivre aujourd'hui. Mm-hmm. Fait qu'il y a des restrictions de possibilité de couvrir une police à un client. Mais c'est certain que le client, aujourd'hui, est beaucoup plus renseigné que 5, 10, 15 ans passés, parce qu'avec la publicité, la télévision, l'Internet, les gens sont de plus en plus renseignés et ils posent plus de questions, qui est normal. Mais c'est sûr que l'agent, comme moi, on va essayer de donner le plus possible au client, mais en faisant, mettons, une soumission pour un client habituellement, avec l'information que le client nous donne, l'ordinateur va nous dire quel type d'assurance que le client a droit. Fait que si, mettons, moi je dis je veux t'offrir les refoulements d'égout et que l'ordinateur, malheureusement, lui nous dit, écoute, Jean, il y a un petit point, un petit déclic qui se fait, puis ça dit, écoute, Jean, tu ne peux pas l'offrir, ça. Là, il faut que je l'explique aussi au client le pourquoi. Alors, il donne la raison, le pourquoi qu'on ne peut pas l'offrir. Mais oui, en tout temps, le client doit demander dans la mesure du possible, et on voit si on peut l'offrir ou pas à ce moment-là. Est-ce que, on pense assurance maison,
assurance voiture, mais est-ce qu'il y a d'autres genres d'assurance qui existent? Ah, il y a beaucoup d'autres genres d'assurance qui existent, mais que moi, je ne peux pas vendre. Exemple, c'est de l'assurance vie. Tu as besoin d'un permis spécifiquement pour ça. Une assurance groupe collectif, qui, mettons, si on prend exemple Tembec ou le centre de santé ou une compagnie qui assure ses employés. C'est de l'assurance collective. Tu as besoin d'un permis strictement pour ça aussi. Fait que ces deux-là, je ne peux pas l'offrir. Moi, je vais offrir soit commercial, soit de l'assurance voyage, je peux l'offrir. De l'assurance médicale, je ne peux pas. C'est strictement habitation automobile commerciale que je peux faire par mon permis. OK. Là, bon, on parle les assurances meubles de assurance meubles, c'est ça devient avec l'habitation, c'est locataire. OK. C'est parce que là, tu as deux propositions. Tu as une proposition propriétaire, tu as une proposition de locataire. Le locataire, lui, habituellement, va assurer ses biens meubles qui lui appartiennent et il n'assure pas l'immeuble lui-même. Mais il va apprendre, automatiquement, quand tu prends une assurance locataire pour biens meubles, ça va te couvrir, advenant, tu as une bad luck, tu fais cuire tes patates ou ton bacon, ça met le feu à l'immeuble. Le feu cause des dommages à tes biens. Je vais couvrir les biens du locataire. Et après ça, le propriétaire, lui, son assureur va dire « OK, je te couvre, il y a eu un incendie, mais il peut revenir contre le locataire. » Mais le locataire, à l'intérieur de ça, a une responsabilité civile qui est couverte par son assurance de base. Fait que quand il va y avoir une poursuite de la tierce partie via l'assuré qui est le locataire, il va être indemnisé par l'assureur du locataire à ce moment-là. OK. Mais ça, c'est si c'est la faute du locataire, si c'est le feu causé... C'était négligent. Okay. Négligence du locataire. Négligence du locataire. Mais c'est un feu qui est causé, disons, électrique ou un appareil du propriétaire. Au loyer, c'est l'assurance. C'est l'inverse qui va se faire à ce moment-là, mais advenant le cas, exemple, il y a un feu par le panneau électrique. OK. Bon, panneau électrique, le locataire, il n'est pas propriétaire du panneau électrique, mais le propriétaire de l'immeuble, lui, il l'est. Fait que l'incendie va être couvert de base sur la police du propriétaire. Le locataire, lui, va être couvert pour incendie parce qu'il y a eu des dommages causés suite à l'incendie. Mais là, l'assureur du locataire va poser peut-être la question, il va vérifier autant que l'autre assureur, qu'est-ce qui a causé l'incendie. Si le locataire, ça fait 2, 3, 4, 5 fois qu'il dit au propriétaire, écoute, les disjoncteurs sautent tout le temps, pourrais-tu faire vérifier ça par un électricien parce que moi, ça m'inquiète. À ce moment-là, il y a une négligence du propriétaire parce qu'il n'a pas fait de vérification auprès d'un maître électricien. Par contre, le maître électricien a été faire une vérification, puis le panneau, tout est beau. Fait que ni plus ni moins, l'assureur du locataire va payer pour ses biens, le propriétaire va payer pour son immeuble, et un contre l'autre ne peut pas revenir un contre l'autre à ce moment-là. OK. Par contre, si un locataire, à ce moment-là, elle n'avait pas d'assurance sur ses biens personnels à ce moment-là, malheureusement, là, il perd tous ses biens. OK, c'était ça ma prochaine question. S'il n'est pas assuré, c'est pas l'assureur du propriétaire qui va payer pour ses biens. S'il y a eu négligence, oui, il va pouvoir venir contre la responsabilité civile du propriétaire, mais s'il n'y a pas eu de négligence, à ce moment-là, il ne pourra pas venir contre le propriétaire. OK. Par contre, on va donner un autre exemple. Il y a la foudre, demain matin, frappe le bâtiment ou un feu de forêt. C'est pas la cause du propriétaire. Le propriétaire n'est pas mis en doute en tant que tel. L'immeuble va être payé par l'assureur du propriétaire, mais les biens personnels, si le locataire n'avait pas d'assurance, malheureusement, il va perdre ses biens. Donc, il faut s'assurer. Oui, idéalement, la prime est si minime que je pense qu'une personne ne devrait pas se limiter à ne pas avoir aucune assurance. Même s'il me dit, le locataire ou un propriétaire dit, écoute, Jean, moi, mes biens personnels, j'en ai un pour 5 000, que tu n'ailles pour 1 000 ou 150 000, bien, j'exagère peut-être, mais que tu n'ailles pour 35 000, si tu ne veux pas couvrir tes biens personnels, il n'y a pas de problème. Mais au cas où, si c'est toi qui cause l'incendie, pour pas demain matin que tu sois mis en demeure contre toi-même, une action contre toi, pour avoir, mettons, l'immeuble, je ne sais pas, un 150 000 de dommages, qui est facile aujourd'hui pour reconstruire une maison, 150 000, c'est pas beaucoup. Fait que si tu n'as pas d'assurance de responsabilité civile, c'est toi qui vas devoir le payer. Fait que es-tu prêt à t'engager à payer un 150 000 demain matin? Non, pas vraiment. Pour un coût minime qui peut varier entre 150 et, dépendamment, mettons,
Même ça peut être plus bas, mais on va toujours vers des minimums qui est, mettons, 100-125 $ de base. Et c'est certain, plus que tu as de biens assurés, mais ça va aussi. Ou si tu veux les refoulements d'égouts, infiltration d'eau, des protections que tu vas avoir. La prime va avec les besoins du client. OK. Nous ne sommes plus locataires, on a une maison à cette heure. Oui. OK. Bon, il faut préciser si on veut avoir refoulement d'égout. Là, notre agent nous dit si oui ou non on a le droit, parce que tu m'as expliqué que dépendamment de l'endroit où est-ce qu'il est situé de la fondation de la maison, si j'y ai droit, c'est ça? Plus que ça, on va aller plus loin même. Oh mon Dieu! Où est-ce que tu vas aller? Le locataire a besoin de ça aussi. Comment ça? Ben, advenant un refoulement d'égout. OK. Le refoulement d'égout n'est pas une négligence du propriétaire. Fait que les biens que tu as, toi, à la maison, si tu as des biens qui ont un refoulement d'égout, si tu n'as pas l'assurance refoulement d'égout, tu perds tes biens. C'est comme un incendie. Si tu as décidé de ne pas mettre d'assurance dessus, le locataire peut avoir pris une assurance Mais c'est incendie. la faute à qui dans ce temps-là? Ah, des fois. Ça peut être la municipalité. On dit souvent que c'est la faute de la municipalité, mais c'est très difficile d'aller contre une municipalité ou quoi que ce soit. Bon. C'est certain, Dame Nature, des fois, elle fait les siennes. Mais un exemple avec Dame Nature, des fois, la foudre, on dit que c'est Dame Nature, c'est le act of God. Mais la foudre, c'est couvert. Une tornade, c'est couvert. Par contre, les inondations ne sont pas couvertes par aucune compagnie que je connaisse. Inondation veut dire l'eau qui La sort... rivière Gordon, elle monte. La rivière Gordon, elle monte et elle sort de son lit. Si l'eau atteint ici le bâtiment, les demeures ne sont pas assurables. C'est le gouvernement qui va, qu'on voit à l'occasion, ramasse ces dégâts-là parce que les assureurs ne veulent pas couvrir ça. Exemple, il y a une dame de castor, une dame de castor. Un barrage de castor. un barrage de castor. Bon, ben, ici, on en a plusieurs. On est en bois quand même, dans le bois. Mais un barrage cède et que le courant d'eau qui s'en vient et, mettons, ceux qui sont sur le bord de ça, l'eau rentre dans la maison, ces choses-là, ça n'est pas couvert. Mais ça, est-ce que les locataires, ben moi, en tout cas, la première, là, on pense pas de demander le refoulement d'égout, là, ou... Bien, on l'a. Habituellement, on va l'offrir. Okay. Habituellement, en moyenne générale, l'agent ou le courtier l'offre au client, à l'assuré. Okay. Et l'assuré va prendre une décision qu'il le prenne ou qu'il ne le prenne pas. Quand tu parlais tantôt de propriétaire, où ça se limite, même à ça, des fois, un propriétaire, tu peux avoir une maison flambant neuve, mais on va te dire, écoute, nous autres, par rapport à la zone où est-ce que tu es, c'est à risque, on ne veut pas l'assurer. On ne t'assure pas. Quand même, tu mets le demande, quand même, ta maison est flambant neuve, mais la zone est à risque, qui veut dire, bon, mais on prévoit que peut-être d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais vous allez subir cette conséquence-là. Et ça existe. Si on voit Saint-Jean-sur-Richelieu, cette année, vous avez vu, ça arrive. Fait que il y a des zones à risque et à ce moment-là, les assureurs ne veulent pas assurer cette ampleur. Ils vont assurer la propriété en tant que telle pour un incendie, la foudre, ces choses-là. Mais s'il arrive, mettons, un refoulement d'égout, une infiltration d'eau, à ce moment-là, ils vont dire on ne couvre pas. L'infiltration d'eau via l'inondation, c'est pas la même chose. L'inondation, c'est parce que c'est un cours d'eau qui sort de son lit. Donc, les chalets, il n'y a pas aucun chalet qui sont assurés pour ça. Les chalets, c'est ça. C'est pas la même protection qu'un propriétaire ou un locataire. Parce que c'est des immeubles où c'est saisonnier habituellement. Fait que il n'y aura pas de couverture. Mais quelqu'un qui demeure là toute l'année, c'est plus un chalet. C'est une résidence. Ouais. Mais il n'y aura pas de couverture là-dessus. Non, pour l'inondation, c'est certain qu'il n'y en aura pas en tant que tel. Le lac est là. Oui, mais le lac, des fois, il n'y a pas aucun danger. Oui, OK. Le danger du lac, il faudrait qu'il y ait un coup d'eau qui arrive, qui fasse monter les lits du lac et que ce lac-là sorte de son lit. À ce moment-là, ça s'approche de ton immeuble et c'est pas couvert. J'ai une belle maison. Je veux avoir un beau foyer. Ou un chauffeur. Ben là, je ne suis pas certaine si je veux un foyer ou en tout cas une fournaise là, à bois. Si je m'équipe, là, bon, je fais tout ce qui est en règle, tu sais, là, anti-feu, anti-vent, ça d'épaisseur, puis ça de loin, puis là, est-ce que je vais avoir une grosse différence sur mon assurance? Il y a toujours une surprime pour le chauffage au solide. Au solide qui veut dire, mettons, soit des cordons de bois, du bois, qu'on appelle, ou aussi granules. Les fameux pellets qu'on appelle les chauffeurs granules. Il y a une surcharge pour certaines compagnies.
Et aussi, il y a certaines compagnies qui surchargent pour le gaz naturel. Dépendamment, mettons, du risque possible pour l'immeuble ou l'emplacement lui-même. Oui, mettons, de base, il y a une surcharge pour quelqu'un qui a un chauffeur au bois avec soit un chauffeur électrique. Mais si, mettons, certaines compagnies, c'est de 10 à 20 ou 25 à certains endroits. Boy, oh boy. Mais est-ce qu'il y a un système qui est moins cher? Disons, je choisis, comme tu dis, pallets, là, les billes. Oui. Je sais pas c'est quoi. Au granule de bois. Au granule, bon, c'est ça. Est-ce que c'est moins cher si on chauffe avec ça? Ou? OK, on va y aller par étapes d'abord. OK. Mettons, le moins cher, c'est strictement au chauffeur électrique. Oui, c'est ça. Je vais avoir quelque chose de beau. Là, toi, tu aimes un petit foyer au gaz. Au foyer au gaz, il n'y a pas encore de surcharge. Ah, OK. Dépendamment les compagnies. OK. Au granule, tu as une petite surcharge. Non, j'ai oublié, fournaise à l'huile. Oui. Fournaise à l'huile, il n'y a pas de surcharge. C'est comme l'électricité. Oh, mais on ne veut pas parce que c'est rendu assez cher qu'on oublie ça, là. Par contre, c'est ça. C'est électricité, à l'huile, granule et au bois. Le bois, c'est celui qui est plus dispendieux. Oui. OK, c'est à y penser 2 fois le petit foyer. Mais, moi, je dis, par exemple, une prime. Si on prend une prime entre 500 et 700, mettons 500 $, électrique. Si tu mets un poêle à bois, tu vas payer, mettons, 75 $ de plus. Ah. C'est pas si pire. Okay. 5 $, mettons, par mois, 6 $ par mois de plus. Oui, c'est pas si pire. Pour avoir un beau chauffage, un beau foyer. Oui. Mais en autant que tu suives les normes. Oui, c'est normes, ça. Parce que n'importe quel assureur, advenant le cas, quand ils vont aller faire une inspection, pas une inspection, on devrait dire de la prévention. Ils vont arriver à la maison puis ils vont dire, bon, OK, vous avez un superbe de beau poêle, mais malheureusement, votre poêle est trop près du mur. Vous devez soit éloigner le poêle, puis en éloignant le poêle, tu dis, là, ça défait tout mon look, tout le kit, ou mettre des substances possibles à l'arrière du poêle pour diminuer les distances. Et à ce moment-là, il n'y a pas... Mais il y a des guides pour ça, hein, avant l'installation? Habituellement, quand tu achètes ton poêle, il y a une feuille à l'intérieur explicite à dire comment installer son poêle. Et aussi, il y a une petite plaquette sur le côté du poêle qui dit les distances des murs que tu dois être. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, que même avec les indications fournies par les compagnies de poêle ou pour l'installation, c'est pas suffisant? Les normes pour l'assurance? Non, habituellement, c'est les normes. On va suivre, nous, les normes du fabricant. OK. Habituellement, en moyenne générale. À moins qu'il y ait eu, je vais vous donner un bon exemple, là, peut-être 15 ans passés, la cheminée 1000 degrés qui était acceptable ne l'est plus. Avant ça, elle était acceptable pour les combustions solides. Maintenant, elle ne l'est plus. C'est le 2100 qui est exigé par les compagnies d'assurance. Le 1000, ça voulait dire qu'il y avait 1 pouce d'épaisseur, résistant à 1000 degrés de chaleur. Et le 2100 veut dire 2100, mais qui est 2 pouces d'épais. La nouvelle norme est le 2100. Bon, là, j'ai vieilli, j'ai eu des enfants et j'ai des ados. Les permis de conduire, bon, ça commence. Est-ce que je peux les faire conduire à ma voiture, un troisième conducteur? Disons, on est les parents, plus, bon, mon jeune, il a 16 ans, il veut conduire. Ou est-ce qu'il est mieux d'avoir une voiture à part? Comment ça fonctionne? Là, tu m'ouvres une porte que j'aimerais dire aux gens, à la population, de faire attention, mettons, véhicules motorisés et motoneige. C'est 2 véhicules que les gens doivent posséder une formation, un cours de conduite pour conduire ces 2 véhicules-là si vous êtes âgé de 16 ans et 17 ans. OK. Sinon, l'assureur ne couvre pas le véhicule lui-même en cas d'une perte ou quoi que ce soit. Parce que tu es obligé de suivre la formation et la loi dit que tu es obligé d'avoir 16 et 17 ans. Si tu as 18 ans, tu n'as pas suivi la formation, tu es correct, en autant que tu chauffes pas sur un chemin public. Le 18 ans, pour chauffer, il n'y a aucun problème, pas de besoin de formation. Mais aussitôt que tu traverses un chemin public, tu as besoin d'un minimum d'un permis de conduire qui est la classe 6D, qui est soit une motocyclette, tracteur. Ça veut dire que tu dois croiser les chemins publics. À ce moment-là, la personne devient couverte là-dessus. Mais en autre temps, toujours
faire certain que la personne qui conduit, si elle a 13, 14, 15 ans, on sait, ici à Témiscamingue, les VTT, motoneiges, on est proche des lacs, ben c'est pas grave, mon jeune va conduire. J'ai été parent, je l'ai fait dans le temps que je l'ai fait, par contre, la loi n'existait pas. OK. Merci. Par contre, aujourd'hui, il y en a, je le connais. Même un bateau, c'est un véhicule. Bateau, c'est côté fédéral. C'est pas C'est pas la même chose. Non, Mon c'est Dieu, sur ça l'eau. vient mêlant, hein? Il y a plusieurs lois, oui. Ils ont bien mêlé, nous autres. Quelqu'un nous pose une question, là, on n'est plus certain, on sort vérifie régulièrement. Donc, 16 ans, ça veut dire même motocross ou quoi que ce soit? Motocross, pire que ça. Motocross. Ah oui, c'est pire. Bon, oui, motocross, ça, c'est, mettons, tu es obligé seulement sur les pistes de fédération. À l'extérieur de ça, les compagnies d'assurance, beaucoup de restrictions. Parce que c'est des machines, tu es obligé d'avoir ta formation quand même comme un VTT qui est hors route, un véhicule hors route. Mais souvent, c'est des véhicules de compétition, des motocross, qui ont beaucoup de pouvoir. Bon. Fait que, en gros, là, s'il n'y a pas 16 ans, touche pas. Touche pas. Hein? C'est ça, c'est clair et net. C'est clair et net, c'est parce précis. Parce que je ne suis pas assurée, puis ça, je vais tout perdre. Puis je Ben, peux risquer de perdre le jeune en plus. Le propriétaire, oui, sûrement. Le propriétaire du véhicule, soit de la motoneige ou du VTT, devient responsable. C'est ça. Fait que si advenant le cas, par mégarde, l'enfant a un accident, blesse une personne et que cette personne-là est paralysée à vie, il va demander une mise en demeure pour dire, écoute, j'ai besoin de une mise en demeure pour réparation. Il va peut-être actionner 100 000, 50 000, 1 million. Mais si cette personne gagne sa cause, qui est responsable de ça? C'est le propriétaire du véhicule. Fait que tu peux avoir une très belle maison puis tu viens de la perdre. OK. En automobile, qui est différent. L'assureur va mettre une restriction pour certains enfants, ou je ne devrais pas dire enfants, certains conducteurs. Okay. Parce qu'il y a des conducteurs à risque. Je peux être un conducteur à risque, mettons, ça fait 4, 5, 6, 3 accidents que j'ai. L'assureur va dire, écoute, oui, je te prends comme assuré, mais je te mets une restriction. On va aller au minimum de la loi. Tu vois, mettons, les VTT motoneige, la responsabilité civile minimum par la loi, c'est 500 000 $ parce qu'il peut avoir des mises en demeure. En automobile, le minimum d'assurance, c'est 50 000 $, qui est complètement différent de 50 000 à 1,5 million. Là, la différence est, il n'y a pas de droit de poursuite en automobile. Tandis qu'en VTT motoneige, tu as droit de poursuite. À cause de la paillette. Bien, on la connaît sous le nom de la paillette. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. OK. Non, mais pour que ça soit clair pour les gens. C'est l'assurance que vous avez sur votre permis de conduire et les plaques. C'est l'assurance corporelle. Ça veut dire tout citoyen québécois que tu n'as pas de permis de conduire, tu es juste un citoyen, que tu as un accident en automobile, c'est l'assurance paillette qui va aller couvrir les dommages corporels à cette personne-là. Ah, OK, c'est ça la différence. C'est là qu'il n'y a pas de poursuite. Même si cette personne-là est en Colombie-Britannique, comme en Ontario, quoi que ce soit, c'est la loi qui suit. Tu es résident du Québec, tu es couvert par l'assurance collective. L'assurance collective de la paillette qu'on pourrait appeler. Oui. Par contre, après ça, le jeune conducteur que l'assureur veut mettre minime, il y a un avenant qu'on met à l'intérieur de la police, dit écoute, regarde, toi, mettons, tu as un beau camion flambant neuf, mais je te mets seulement que la responsabilité civile de 50 000 car tu es une personne à risque. Et après ça, tu as les autres personnes. Toi, tu dis que tu as un enfant. Bon, ton enfant qui vient d'avoir, avec les nouvelles lois, tu es obligé d'avoir suivre un cours de conduite. Maintenant. Pour nous, un promutuel, dépendamment, chaque compagnie a sa régie interne à l'intérieur de ça. Ah, OK. C'est pas partout pareil. Non, c'est pas partout pareil. Comme je te dis, mettons, nous, à la régie interne pour la promutuelle, tant que l'enfant a son apprenti, ce qui veut dire, mettons, je viens d'aller à l'école, puis je m'engage à suivre le cours de conduite et je veux avoir mon permis de conduire. Qu'est-ce qu'on appelle l'apprenti? Habituellement, l'apprenti, ça va y prendre 8 mois à avoir son permis probatoire. Une fois que, moi, comme apprenti chez Promutuel, ne coûte rien. On marque une note au dossier disant que la personne, l'enfant de se nommant tel nom, est couvert sur la police de papa, maman ou quoi que ce soit. Par contre, le pourquoi qu'on est peut-être moins restrictif, c'est que l'apprenti doit avoir toujours une personne avec lui ayant 2 ans d'expérience. OK. Fait que ça veut dire, moi, étant le jeune de 16 ans, je dis, ah, papa, je m'en vais
Michel, mon chum, il vient d'avoir son permis de conduire, je m'en allais avec lui, il a son permis de conduire. Non, ton chum, ça fait que 6 mois qu'il a son permis, il ne peut pas prendre l'auto puis aller avec toi. Il faut que ce soit une personne qui ait au moins 2 ans. Après ça, une fois que cette personne-là a suivi son cours de conduite et a réussi ses examens, on appelle ça un probatoire. À ce moment-là, en ayant le probatoire, là, il va y avoir une surcharge chez nous, chez Promutuel. Et d'être là, tu vas avoir un choix. Parce qu'on dit, quel véhicule que le garçon va conduire? Toi, tu as 2 ou 3 véhicules, tu as on dirait une minoune, qu'on va dire, qui est juste assurer la responsabilité civile, puis tu as 2 beaux chars à assurer au complet. C'est sûr et certain, si on met l'enfant sur l'assurance pour la minoune, qui est juste seulement que la responsabilité civile, ne sera pas la même prime que sur le véhicule qui est assuré au complet. Parce que s'il y a un accident avec celui-ci, il n'est pas assuré collision, on ne paye rien. Okay. Tandis que si on la tienne, si on met collision, puis si lui a un accident avec, là, on va payer. Fait que, ni plus moins, le risque est plus élevé, il va avoir une prime qui va suivre. Et souvent, les primes, dépendamment de la personne, un enfant en bas de 21 ans, la prime est quand même assez élevée, mais pareil pratiquement chez les assureurs. Parce que, malheureusement, notre taux de sinistralité par rapport aux enfants de tel et tel âge, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire. Par contre, il y a des années qui est bonne, puis il y a d'autres années, c'est des points. Puis l'assureur, il va de cette façon-là. Lui, il va charger la prime en conséquence des résultats d'une année à l'autre. Donc, ce que j'ai retenu, si en bas de 16 ans, tu ne touches à rien. Exact. Pas de skidoo, pas rien. Par la loi, c'est ça. Bon. Il peut y toucher, mais il peut avoir des conséquences. Oui, c'est ça. Non. Puis, par la suite, tant qu'elles sont permis temporaires, puis nous autres, on le reconduit ou quoi que ce soit, ça ne change pas grand-chose. Pour l'apprenti, il n'y a pas aucun change. Bon. Par la suite, quand elles sont permis, c'est la minoune. Ouais, un petit char qu'il aimerait, mais moins coûteux, mais c'est certain, c'est pour diminuer les primes. C'est sûr qu'un jeune, quand il a son permis, il aimerait avoir la petite Chevrolet Cavalier au lieu d'avoir la station wagon, la familiale. C'est pas beau, c'est pas venir avec ça. J'aime pas ça. Mais ça, mais que ça oui, à un moment donné, faut qu'il évolue, c'est sûr. Il y en a plusieurs qui l'ont, mais les primes sont là en conséquence. OK. Faut qu'ils travaillent. Là, on parle d'assurance voyage. Oui. Ça, on entend parler, hein? Comme là, il y a un bateau là, qui a coulé. Oui. J'espère qu'il y avait des bonnes assurances, eux autres. C'est important parce que non seulement on peut tomber malade, mais on peut arriver des choses comme ça, des pertes d'objets ou quoi que ce soit. C'est quoi qui est le mieux, là? Est-ce que tu nous conseilles, dépendamment du voyage? Idéalement, c'est de prendre une assurance spécifiquement quand tu pars en voyage. Ça, c'est l'idéal. Ça te couvre de A à Z. OK. Par contre, avec soit comme une assurance propriétaire, une assurance locataire, tu as une assurance à l'interne qui va te couvrir pour les biens temporairement hors des lieux, qui est 10 habituellement de tes biens personnels. Fait que si un propriétaire a 70 000 de biens personnels, temporairement hors des lieux, veut dire qu'il y en a pour 5 000. Quand même, quand tu pars en voyage, quelques $1000, c'est vite fait. Oui, les appareils photo, etc., là, ça va vite. Exactement. Et dépendamment de l'assurance que tu as, parce que si, exemple, je prends le propriétaire, le locataire ou propriétaire qui a une formule touriste, qui s'en va en voyage, c'est la formule touriste qui va suivre. Mais si le locataire ou le propriétaire avait une formule sans vol, ça arrive, on a une formule qui est sans vol. Fait que ça veut dire qu'il s'en va en voyage, il fait voler ses bagages, il n'est pas plus couvert là-bas. Ouais. Fait que c'est, mettons, c'est là que, advenant le cas, de prendre l'assurance spécifiquement avant le départ ou quand il sait qu'il part en voyage, prendre l'assurance forfait. Le forfait veut dire, c'est parce que là, tu as 2 genres de couverture encore. Tu as déjà été agent de voyage, oui, c'est ça. Hein? Oui, je sais pas. Parce qu'il faut préciser qu'il y a déjà eu une agence de voyage aussi, en même temps qu'agent d'assurance. Oui. Par contre, c'est ça. L'agent de voyage, là, c'est pas agent de voyage, mais mettons pour l'assurance voyage. C'est que si tu pars avec le forfait, tu pars l'assurance annulation de voyage avant départ. Ce qui veut dire, mettons, si tu as quelque chose qui t'empêche de faire ton voyage qui est hors de commun, soit de la mortalité, une blessure, mettons, tu te casses un pied, toi tu t'en vas en voyage, tu t'es reposé, tu pourrais y aller tout de même, mais toi tu dis c'est pas plaisant, m'attendre de filer bien. Fait que c'est une raison raisonnable pour annuler ton voyage. Ta maison brûle.
Un changement d'emploi majeur. Ben, changement d'emploi majeur, ça ne veut pas dire, OK, tu es ici, demain matin, ton nouvel emploi t'emmène à aller à Québec à la place. Fait que ça, c'est majeur. Fait que de ce moment-là, il pourrait y avoir annulation de voyage. Si on travaille pour Major. Major? Ouais, genre Major. Non, ça fonctionne pas. OK. C'est juste un changement de, mettons, comment je pourrais dire, job pour job ici à Témiscamingue. C'est pas majeur. C'est pas majeur, okay. c'est ça. Quelque chose de majeur, ça te demande un déplacement, vendre ta maison, t'en aller à l'extérieur, puis que c'est un changement complet. Ça, c'est majeur. À ce moment-là, il pourrait avoir l'annulation de voyage. Tu dis, OK, là, tu présentes ça à ton l'assurance de voyage. Eux autres vont payer ton annulation de voyage. Par contre, tu es parti en voyage. Une fois en voyage, il y a la même chose qui se produit. Il y a une mortalité, frère, soeur, mère ou quelque chose semblable. Pas le troisième petit cousin. Là. Ça, c'est pas c'est vraiment direct. Okay. Un incendie de la maison, c'est le majeur aussi. Par contre, là, les frais peuvent être différents. Avant ton départ, si ton forfait te coûtait 1 500 $, le maximum qu'on va te rembourser, c'est 1 500 parce que tu n'as pas rien d'autre de dépenser. OK. Une fois que tu es parti, mettons, tu prends l'avion d'urgence. Billet d'avion d'urgence, pour retour, des fois, ça peut être 2 500 $. Fait que c'est illimité par rapport au retour. Toujours avoir une bonne raison. Aussi, il pourrait y avoir un retard de bagages. Tu pars, tu arrives là-bas, puis tes bagages ne sont pas arrivés, puis toi, tout était là-dedans, costume de bain, tu le quittes. Brosse à dents. Brosse à dents, tout, tu sais. Puis tu as juste un petit pack-sac là, pour dire un petit changement. Bien, là, après 24 heures, tu pourrais avoir jusqu'à 500 $ pour te racheter des... Dépendamment du produit que tu achètes aussi, parce que ça va avec le prix. Et de l'autre côté, c'est, mettons, dans le pire des pires, tu décèdes là-bas. Il faut ramener le corps, là. Le rapatriement ou de la dépouille, c'est quand même très dispendieux. Et il y a une assurance habituellement de 10 000 $ à l'intérieur de ça. Fait que c'est bon à voir, oui, parce que à l'étranger, on ne sait jamais à quel endroit qu'on peut, exemple, soit aux États-Unis, soit au Mexique, soit ailleurs. On ne sait pas le coût, ou en Russie, ou quoi que ce soit. Excusez. On ne sait pas ce que ça peut coûter. Fait que c'est le pourquoi que l'assurance médicale, elle, vous couvre jusqu'à 5 millions de $. Mais par contre, une chose à faire certain, si vous avez une maladie préexistante qui a changé dans les 3 derniers mois avant ton départ, elle n'est pas plus couverte là-bas. Exemple, toi, tu as une infection aux yeux. Puis cette infection-là est quand même grave. Là, tu prends des antibiotiques ici. Bon, tu pars, tu en vas dans la mer, chose semblable, tu repars une autre infection. Ça ne sera pas plus couvert. OK. C'est une maladie qui existait avant ton départ, fait que les assureurs ne veulent pas couvrir ça. Ou tu es cardiaque. Assurer un cardiaque, c'est mettons, si c'est un cardiaque qui est... Comment on pourrait dire ça? Il peut y avoir des cardiaques modérés et Bien, on pourrait dire oui. Ben voyons donc! Oui. Mettons, une maladie qui est là depuis plus de 3 mois et qui est stable. OK. Fait que c'est, mettons, tu pourrais dire c'est modéré. Mettons, c'est cardiaque, mais c'est modéré. Oui, ça pourrait être couvert, mettons, à l'extérieur. Mais ça, à ce moment-là, l'assureur va le reconfirmer, à ce moment-là. Quand on a des questions que l'on pose et quand on a un doute, une chose semblable, là, on le réfère. Et de là, ils vont dire oui, on le couvre. Là, ils vont faire une majoration, c'est certain, parce que tu es à très grand risque à ce moment-là. En tout cas, Jean, on peut en poser des questions sur les assurances. On est toujours là pour ça. Sacre, l'agent est là pour ça, hein? L'agent et le courtier, oui, on est là. Posez-nous des questions. Si on n'a pas de réponse, on va la trouver. C'est sûr qu'on ne peut pas donner le produit idéal à tout le monde. Mais par contre, en posant les questions et avec votre besoin, aux endroits que vous êtes, avec vol, pas de vol, refoulement d'égouts, infiltration d'eau, c'est du cas par cas, chacune des personnes ou chacun des assurés. Et c'est de poser des questions. C'est toujours de poser le maximum de questions. Il y a des fois, mettons, on peut vous suggérer des choses, mais on peut nous oublier aussi. Là. On est humain. C'est ça. On essaie de donner le mieux que l'on peut pour le... C'est quoi les questions qui te reviennent le plus souvent? C'est quoi que ça coûte? Ouais, ça, j'imagine. C'est quoi que ça coûte? Mais ça va avec le produit que tu veux avoir. Dans les 6 dernières années, là, il y a beaucoup, c'est les refoulements d'égouts, parce qu'ici à Témiscamingue, on l'a vécu à 2 reprises.
Et c'est pour ça que je te disais tantôt, il y avait des zones maintenant, même à Témiscamingue. Avant ça, les montants d'assurance étaient illimités pour les refoulements d'égouts. OK. Bien, illimité. Je ne devrais pas dire ça. Mettons, tu avais une maison qui valait 150 000, puis tu avais 100 000 pour les biens, puis tu avais un montant de 250 000 possible. Fait que illimité, ça voulait dire qu'on pouvait aller jusqu'à 250 000. Maintenant, la plupart des assureurs font des limites, qui est, mettons, soit par tranche, soit 10, 15, 20, 25 ou 30 000, ou un peu plus haut, dépendamment des compagnies. Mais le pourquoi de ça, avant ça, nos sous-sols, la plupart des sous-sols n'étaient pas finis. Mais maintenant, les sous-sols, majoritairement, je te dirais à 90 %, on a une chambre à coucher, une salle de bain, le salon, les sofas, les meubles, les ordinateurs des jeunes. Fait que les sous-sols sont pratiquement tous finis. Fait que c'est certain que de plus en plus, je te dirais, mettons, pour nous, pour Mutuelle, cette année, majoritairement, les dommages ont été sous les dommages par l'eau, qui ont grugé la prime en tant que telle. Parce que les sinistres perte totale, tu n'en vois plus tant que ça. Mais tu prends un dégât d'eau, mais un dégât d'eau, un sous-sol, tous tes meubles, parce que si c'est de l'eau souillée, mais souvent, c'est pas récupérable. Non. C'est tout du cas par cas. Mais si, mettons, toi, tu as un sous-sol 28 par 40, mais c'est facilement, des fois, 50 000 de dommages. Fait que 50 000 de dommages, ça prend beaucoup de primes pour payer ça. Oui. Fait que ça n'est une. Le vol, les gens, de temps à autre, des fois, il y a des vagues de vol qu'on voit sur le show de sûreté, mettons, dans le contact. Là, à un moment donné, bien là, je suis couvert pour ça, là. Oui, c'est rare ceux qui ne le sont pas. Mais les véhicules, une nouvelle mode, ça existe peut-être depuis 7-8 ans, c'est la valeur à neuf sur les véhicules. Puis la valeur à neuf a beaucoup changé. Avant ça, la valeur à neuf se donnait pour une période d'1 an. Maintenant, il y a des compagnies qui vont jusqu'à 6 ans. Ça veut dire que tu as un véhicule qui date de 2012. C'est-à-dire en 2018, elle pourrait être encore assurée valeur à neuf. Mais en 2012, ton véhicule valait 50 000. Puis en 2018, ton véhicule, ce même véhicule-là, il en vaut peut-être 6 000 ou 10 000. Fait que si jamais tu as un incident ou un accident avec ce véhicule-là, l'assureur va le scraper. Il va le scraper. Oui, Puis à ce moment-là, il est obligé de payer valeur à neuf. Ça veut dire, ni plus ni moins, c'est pas 6 000 ou 7 000 qu'il va payer. Il va payer le tarif à ce moment-là, qui est peut-être 60 000 Fait qu'il y a des risques. C'est certain que les assureurs, de plus en plus, sont plus vigilants à souscrire cette protection-là. Mais la tendance est, si un le donne, l'autre va le donner. Fait que c'est d'une année à l'autre, c'est évalué. Il y a des risques qui sont évalués d'année en année. As-tu déjà eu une demande spéciale, bizarre, que tu ne pouvais pas assurer? Est-ce que c'était déjà arrivé une anecdote, là? Non, parce que ici à Témis, ce qui arrive, c'est pas mal. Il n'y a pas de zone agricole, là? Non, même agricole qu'on voit, mais on a déjà vu des installations de poêles à un certain moment donné, mettons une sécheuse. Un poêle, puis c'est une sécheuse. Pour la sécheuse, c'était pour feeder pour. Je sais pas comment tu dis ça. Ni plus ni moins, la sécheuse roule. Okay. C'est comme un cornet pour faire, mettons, fournir tout le temps du bois à ton poêle à bois. OK. Fait que c'est qu'une toupie, ça roulait, mais ça rentrait à l'intérieur. Mais si, mettons, ça partait en fou, cette affaire-là, il n'y avait pas de contrôle, là. Ah, puis le poêle à bois n'était pas fermé, là. Ça continuait, là. C'était continu, là. C'est comme une vrille sans fin, un peu comme les poêles à perlettes dans le temps. Ça n'existait pas, les poêles à perlettes, mais je pense peut-être qu'il y en a qui l'avaient inventé. C'était ingénieux, mais dangereux. Très dangereux, oui, très, très dangereux. Il y a une chose, tantôt, tu disais, qu'est-ce qui est bien, bien important pour l'assureur, c'est le coût de reconstruction d'une maison. Oui. Les gens sous-évaluent beaucoup les montants d'assurance. Parce que, c'est pas parce que, c'est... les matériaux sont tellement chers. Je vais te donner un bel exemple. Mettons les maisons arrangées ici à Témiscamingue. Oui. Bon, il y en a qui vont se vendre entre 15 000 et 45 000 ou 50 000 dans le maximum. Mais cette même maison-là, si elle brûle demain matin, là, on parle entre 130 et 150 000 d'assurance. On va dire, écoute, je l'ai payé 35 000, je ne peux pas mettre 150 000. Nous, assureurs, on regarde qu'est-ce que ça coûte à rebâtir et non ce que tu as payé.
Ouais, OK. Mais, hey, ça, c'est une bonne question. Ces chères maisons arrangées là, Oui. il y en a une au milieu, là. Oui. Elle brûle. Puis là, elle épargne les autres, là, mais tu sais, tu peux pas rebâtir là. Est-ce que c'est possible? Oui, oui. Et puis, moi, s'il n'y a pas de règlement de zonage, ça, c'est une autre chose ici que les gens devraient vérifier, des zonages. Parce que si, advenant le cas, une maison brûle à plus que 50% dans certains endroits, tu n'as pas le droit de reconstruire. Mais si ce règlement-là ne s'applique pas, tu peux rebâtir. Et habituellement, l'assureur dit, je te rebâtis dans la même circonstance que tu étais auparavant. Tu as brûlé entre les deux là, je te rebâtis entre les deux là. Mais de toute façon, pour pas prendre plus de terrain, il n'y en a pas plus. Non, et par contre, tu ne pourras pas agrandir, c'est certain. Mais là, il va voir que s'il avait juste mis 35 ou 50 000 il y aurait un manque d'assurance. OK. Et habituellement, nous, on a des programmes par rapport au pied carré, la finition intérieure, extérieure, le chauffage, finition. On m'a donné un autre exemple, les maisons ici. On a beaucoup de vieilles maisons qui étaient finies je ne sais pas si les gens sont conscients, mais l'intérieur de la maison, c'est pas du gyprock comme aujourd'hui. C'était... Ah oui, oui, comme un carton. Tu penses que c'est un carton, hein? Ah, c'est pas un carton, ça? Pas toujours. C'est quoi, ça? Le fond est, mettons, un fond de bois OK. avec un grillage, un ciment de gyps dessus. C'est-à-dire le coût à refaire ça est beaucoup plus dispendieux qu'un mur de gyprock. Le mur de gyprock, tu arrives avec une feuille de 4 par 8, tu mets ça là. Tandis que l'autre, s'il y a eu incendie, il y a la planche de fond, il faut que tu remettes, le grillage et un ciment pour le refaire. Oh, c'est ça le pare-feu? Non, c'est pas un pare-feu. Un pare-feu, ça va être un mur mitoyen qu'on appelle. Oui. Et que ça va empêcher que l'incendie se propage d'une maison à l'autre. OK, c'est ça que parce que là, j'ai déménagé, là, je suis locataire, je n'ai pas acheté, mais c'est ça, je suis prise en dedans, c'est ça, des petites maisons. Là. Une maison rangée, Puis ils m'ont parlé qu'il y avait des pare-feux, puis ça coupait le son aussi en même temps, là, ça l'aidait. Ça, c'est... Mais c'est juste, c'est pas ça, là. Non, c'est pas ça. Okay. L'autre, c'est une finition, tandis que l'autre, c'est réellement une protection. Ah, OK. C'est un mur réellement qui est fait en bloc de ciment, habituellement, qui empêche le feu de se propager d'un endroit à l'autre. Et ce mur-là va aller jusque dans l'entretoit. Habituellement, il serait censé dépasser la couverture de 3 pieds, mais il y a beaucoup d'endroits qu'il est fermé à mi-pignon à l'intérieur. Ça veut dire que si le feu se rend en haut, il va se propager par le haut. Ouais. Fait que c'est le mur mitoyen, il est très très bon. Habituellement, nos pompiers vont l'éteindre avant. Mais par contre, c'est le risque, les assureurs le connaissent en tant que tel. Okay. Habituellement, aux 2 maisons, il y a un mur mitoyen de maisons rangées. Mais l'autre façon, ça ne protégeait pas plus. Non, mais c'est retardé. Peut-être, mettons, okay. De l'autre façon, parce que quelqu'un qui avait une finition, mettons, en paneling, dans le temps, ça a été déjà à vogue, c'est du bois. Fait que l'incendie, il aime ça, lui, là. Fait que ça prend pas de temps que ça défonce d'un à l'autre. Mais tandis que, mettons, l'anciennement, celui qui est de plaque, c'est du plaque au plâtre. OK. Le plaque au plâtre. Fait que là, c'est sûr, lui, c'est un mur, peut-être un demi-pouce, 1 pouce, ou 3 ou 8. C'est un ciment, fait que c'est retardataire, c'est plus difficile. Mais une fois qu'il est rentré, le plywood qui est en arrière, qui est assis dessus, si ça flambe, ça se prépare. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'on veut dire, le coût de reconstruction, si une maison coûte, je ne sais pas, par rapport au pied carré, te coûte 200 000 va pas mettre seulement 100 000 dessus. Ben, moi, je ne le ferai pas. Si j'ai, mettons, mon programme, habituellement, je vais assurer mon assuré. Ton coût de RCT en vaut 200 000. Toi, tu me dis, Jean, j'en veux pas 200 000, c'est 125 000 que j'ai payé. Je vais te demander 2 questions. Si vous voulez vous assurer ailleurs, je ne serai pas mécontent. Parce que s'il y a un sinistre, vous allez être perdant. Par contre, si tu me donnes une preuve, comme un contracteur dans nos messieurs en construction ici, puis il dit, mais écoute, oui, moi je suis capable de bâtir ça 125 000, je vais te mettre 125 000, puis s'il y a une perte, puis si ça arrive à 160 000 de perte, c'est pas nous autres qui va l'absorber, il y a quelqu'un qui va avoir à faire quelque chose, une responsabilité quelque part. Mm-hmm. Parce qu'avec l'expérience que la Promutuelle a, et il en brûle des maisons quand même dans une année, c'est quand même ici à Rouen, notre bureau pour Témiscamingue. Ça fait que s'il y a une maison qui brûle, on a des coûts déjà qui nous disent que ça coûte à rebâtir. Fait on se réfère de temps à autre, on se revérifie avec notre programme
puis on regarde avec ça. Et on est dans la moyenne. De temps en temps, oui, il y en a un peut être 10 ou 15 puis de temps en temps, il y en a un peut être 10 ou 15 en dessous. Mais moyenne générale, on est à l'intérieur. C'est mieux d'avoir un petit peu plus d'assurance que d'avoir un manque. Parce que si demain matin, tu as un manque d'assurance, c'est pas moi qui vais aller faire un prêt à l'institution bancaire. Il manque 20 000 pièces pour finir mon toit de maison, exemple, parce que j'ai eu mon X montant puis je me suis rendu là. Mais il faut que tu finisses ta maison aussi. Là. Donc, tu as déjà vu les petites maisons ici. Toi, d'après toi, ça coûterait 60 000. Disons qu'ils payent 35 000. Maintenant, ça coûterait 60 000. C'est rendu à ce prix-là? Ah, je te dirais une petite maison arrangée par rapport au pied carré. Puis souvent, ces maisons-là, il y a une façade de briques aussi. Fait que ça peut aller facilement à 115 125 000. Eh, on y pense c'est quand même pas, 2 étages. Ça, c'est juste la maison, là. C'est strictement avec la maison, c'est pas les biens à l'intérieur. C'est pas les biens. Ouais. C'est vrai qu'on réalise pas ça. C'est quand même une maison 2 étages. Elle peut être petite, ça a quand même moyenne de 14-16 pieds de large, mais ils ont 20-25 pieds. C'est 500 pieds par plancher. Fait que tu as 1000 pieds carrés de base. Pour une maison 28-40, c'est 1200 pieds. Fait que l'autre, tu as 1000 pieds. Moi, il n'y a pas grande différence. Ouais. La seule chose que tu as, c'est que tu as 2 murs mitoyens qui sont similaires, fait que tu n'as pas la finition extérieure. Mais par contre, si tu as ton mur de briques qui est là, lui, il coûte plus cher qu'une maison qui n'a pas. Fait que tu sais, tu as une balance. Ouais. Ça revient tous un peu en frais de fenêtre. Tu vois, mettons, ta grande fenêtre en bas, ta porte, 2 autres fenêtres en haut, puis en arrière. Fait que tu as 6-7 fenêtres. Une maison ordinaire, tu as 6-7 fenêtres. Fait que quand tu regardes tout ça, c'est au pied carré. C'est au pied carré. C'est au pied carré, oui. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner aux gens? Moi, je dis, s'il y a des personnes qui n'ont aucune assurance, bien, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous faire une soumission. Puis, si vous ne voulez pas être avec nous, c'est certain, il y a de plus en plus, soit l'Internet ou quoi que ce soit, mais ayez au moins une assurance de base pour couvrir vos biens minimales et une responsabilité civile. Et d'être là, moi, être heureux de que je fais ma job. Et poser des questions. Poser des questions en tout temps, soit chez nous, chez Promutuel, Desjardins ou ailleurs. Appelez, poser des questions. On est là pour ça. Bien, merci beaucoup, Jean. C'était agréable de Chantal. Bon, ben, je te remercie encore. Pas de problème. Toi aussi, Justine.